Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'adore faire. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est très sadique à chaque fois, mais c'est parti, on y va. Et donc cette vidéo, vous l'aurez vu au titre, c'est ma meilleure lecture de l'année. Je découpe l'année en deux parties, le premier semestre et le deuxième semestre, et dans chaque mois, je sélectionne ma meilleure lecture, je les fais s'affronter, et à la fin, j'ai la meilleure lecture du premier semestre, la meilleure lecture du second semestre, et après, je choisis entre ces deux-là ma meilleure lecture de l'année. Je vais pas m'étendre sur les résumés à chaque fois, je vous renvoie au bilan lecture des mois correspondants, et vous allez voir, là, cette année ne déroge pas non plus à la règle, je suis mal partie. Donc, nous commençons en juillet, évidemment, par ma meilleure lecture, donc Pallas, le tome 3 de Marine Carteron, qui s'appelle Sous l'œil de l'Olympe, où là, on est au moment des événements de la guerre de Troie. Je refais ça très rapidement. Dans Pallas de Marine Carteron, on va suivre à différentes époques de l'histoire troyenne / grecque et la mythologie associée, l'histoire d'Athéna, cette déesse qui va placer ses pions, ma foi, jusqu'à la guerre de Troie. Événement raconté, je vous le disais, dans le tome 3, pour récupérer Pallas, sa sœur de lait, que son gentil père a transformé en statue de bois et que Athéna veut récupérer. Ce que j'aime dans ce livre, c'est évidemment la période historique que j'aime beaucoup et surtout la capacité qu'a Marine Carteron de raconter des choses très dures, très difficiles. La mythologie grecque n'est pas gentille du tout et c'est le moins qu'on puisse dire avec les femmes, en mettant les bons mots, en expliquant ce qui s'est passé et surtout en donnant une agentivité incroyable aux femmes, qu'elles soient déesses ou simples citoyennes, voire esclaves. Et c'est incroyable d'avoir cette histoire racontée du point de vue des femmes, et même quand on a des événements masculins de la guerre, on a une agentivité des femmes qui m'a vraiment plu. Je conseille Pallas de Marine Carteron à tout le monde. Je veux tout lire de Marine Carteron. Voilà, meilleure lecture du mois de juillet. Et en plus, c'est très rare, mais je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai lu ce livre. J'étais chez moi et il me restait 200 pages avant de partir pour prendre l'avion pour les États-Unis. Enfin, surtout le bus pour m'emmener à l'aéroport. Et ça rentrait pas les 200 pages à ce moment-là. Et je me rappelle les avoir pris en photo en me disant que si jamais j'avais pas le temps de le lire, c'était mort, j'attendais pas 3 semaines pour la fin de cette histoire, je voulais la suite. J'ai fini ça dans le bus en fait, mais c'était tellement bien que je voulais pas, et en fait c'était quand même un excellent voyage, et je savais que ça allait me plaire, mais j'avais envie de savoir la suite, donc pour vous dire à quel point c'était une lecture incroyable. En août, j'ai adoré Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Pareil, la construction du livre était incroyable, les thèmes abordés étaient incroyables. C'était une très bonne lecture. J'ai toujours beaucoup de mal à en parler, mais c'était incroyable. J'en ai parlé dans plein de lectures, notamment dans le bilan d'août, mais aussi dans la littérature japonaise. J'ai pas le livre en ma possession parce que je l'ai prêté à ma maman tellement que j'ai aimé ce livre, et elle n'a pas encore terminé, mais Kazuo Ishiguro, j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait aussi. Bref, Pallas c'était conseillé par Lucie, Auprès de moi toujours par Soumaya, et les deux étaient conseillés dans le cadre du challenge 12 livres, 12 amis, donc vraiment j'ai fait de très bonnes lectures dans ce challenge-là. Et à partir de là, on est un petit peu dans le caca, parce que en septembre, ma meilleure lecture, c'est Les Révoltés de Bohème, le tome 2 du cycle de Bohème, tout simplement d'Estelle Faye, qui est incroyable, où on va suivre une révolution qui a mal tourné et qui a renversé un tyran pour en mettre un autre. Et une partie des révolutionnaires du tome 1 soutient ce tyran, et une autre partie non. Et on a des événements politiques en long, en large, en travers, tout ce que j'aime. Ce livre était incroyable, magistral. J'ai qu'une envie, c'est de le relire, alors pas tout de suite, mais quand j'aurai davantage découvert l'univers de cette autrice et que j'aurai lu tout ce qu'elle a écrit, je me replongerai avec grand bonheur dans ce livre-là, et ça fait partie des duologies que je conseille, des duologies de dark fantasy, des duologies très matures, très adultes dans les thèmes, voilà, que je conseillais à tout le monde, et je leur dis de pas se fier à cette taille et à cette brique. Ma meilleure lecture du mois d'octobre, c'est le dernier tome de l'époque de la Saint-Royal, qui m'a traumatisée, qui m'a laissé quelque part, et si vous m'avez retrouvée, merci
de me ramener à moi-même. Je pleurais en passant l'aspirateur. C'était tellement dur à lire. Cette fin de saga m'a retournée. Je pense à Fitz, je pense au fou, je veux pas, je suis dans le déni. Voilà, cette saga m'a émue, m'a touchée, Voilà, bref, c'était incroyable. Et ce dernier tome, je l'ai trouvé époustouflant. Et cette fin à la hauteur de tout ce qu'on avait lu quand même de deux époques. Je sais pas combien de livres en découpage poche, mais incroyable. 13 du coup. Ou 13 c'est que la deuxième époque, je sais plus. Mais c'était vraiment incroyable. Vous voyez pourquoi je suis dans la panade, comme on dit chez moi? Parce que j'ai l'impression que choisir ma meilleure lecture, là, ça va revenir à choisir ma saga préférée. Et c'est dur parce que il faut que je tranche pour le livre, là, en question, et pas pour l'ensemble de la saga. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je me suis lancée dans un défi, ma foi, très difficile. Surtout que je le complexifie, vu que en novembre, ma meilleure lecture, c'était L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, que j'ai adoré. Vraiment, j'en ai retiré cet univers. Je l'ai fini entre temps. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de décembre, du bilan de décembre, mais je l'ai fini entre temps, cette duologie, et j'en retiens cet univers. Et là, surtout dans le tome 2, la montée en tension et la maturité que prenait le propos avec ce questionnement autour des jeunes guéris, le fait de faire des personnages guéris. Mais dans le tome 1, l'univers m'a séduite. J'ai rarement vu Enfin, je l'ai trouvé très original de cet univers. Même si j'aime pas les araignées, j'ai limite appris à les aimer. C'est pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre-là. Et en décembre, enfin, un peu de littérature blanche, histoire un petit peu de compenser et de ne pas avoir que des sagas de fantasy. Ma meilleure lecture, c'est La maison au sortilège d'Emilia Hart. Tellement que je l'ai aimé, j'ai fait un post sur Instagram, j'en ai parlé dans plein de vidéos. C'était une lecture incroyable sur l'écoféminisme, sur le féminisme, sur les sorcières, sur les femmes, la puissance des femmes, la transmission des traumas, la sororité. C'était touchant. Passons au duel le mois par mois. Et donc en août et en juillet, le duel entre Pallas et Kazuo Ishiguro auprès de moi toujours. En fait, c'est dur parce que j'ai l'impression que Pallas c'est ultra moderne, c'est politiquement tout ce que je recherche, mais Kazuo Ishiguro, ça a été une rencontre, une découverte. Marine Carteron aussi, mais là c'était le tome 3, donc je l'avais déjà découverte, même si c'est une très belle conclusion à sa saga. Mais Kazuo Ishiguro, je savais pas où on allait, et en fait ça a été une bonne surprise parce que j'avais pas d'attente, voire je pensais pas aimer, et ça m'a beaucoup séduite, et j'ai vraiment du mal à les discriminer tous les deux et à en choisir un. Mais je pense que je vais prendre auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, parce que j'ai vraiment aimé le fait de pas savoir, d'avoir une narratrice non crédible, de découvrir en même temps qu'elle, d'avoir des certitudes balayées au fil de ma lecture. Et j'ai bien aimé aussi les discussions que j'ai eues avec beaucoup de personnes par la suite. Et ça a fait quelque chose qui m'a plu. Et puis Marine Carteron, j'aime cette autrice, j'ai envie de tout découvrir d'elle, fait partie déjà de mon top de juillet. Septembre et octobre, les deux pavés. Là, le choix est très simple. Autant je suis ultra admirative de ce livre-là, notamment par sa justesse historique et la réussite qu'elle a entrepris en écrivant sur le temps long cet objet historique, et en montrant que les révolutions ne se faisaient pas en claquement de doigts, que c'était un enchaînement d'événements et de petits événements, un peu un effet papillon, alors qu'on a l'habitude de raconter ça comme le grand soir, le moment venu, à l'instant T. Et ça, j'ai trouvé ça très fort dans un livre de fantasy, que ce soit pour moi un des propos essentiels du texte. Mais cette saga, et au-delà de ça, ce tome, j'ai rarement eu autant d'attachement pour des personnages dans cette saga, et ce dernier tome où on a les réponses à nos questions, où on a des déclarations, des phrases que j'ai relues, que j'ai prises en photo, que je vais relire parce qu'en fait elles sont bouleversantes, elles sont magnifiques. Au-delà de la conclusion de cette saga et du tome et de ce que j'ai pu lire, ça a touché quelque chose en moi qui est là et que je peux pas nier à quel point ce tome m'a émue et m'a
il m'a laissé quelque part. Retrouvez-moi s'il vous plaît. Et donc dernier duel, novembre et décembre, La Maison au Sortilège. En fait, c'est dur et c'est pas dur en même temps. Si je fais abstraction de la saga, parce que c'est pas très juste, l'autre c'est un livre de littérature blanche et il n'y a qu'un tome. Le tome 1 m'a moins plu que le tome 2. J'avais trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs et facilités. Et du coup, j'ai bien aimé l'univers, mais vraiment l'apothéose de cette duologie, c'est le tome 2. Alors que La Maison au Sortilège, vraiment, j'ai tout aimé du début à la fin. Je n'ai pas réussi à lâcher le livre, j'ai rien à lui reprocher. Le temps est un petit peu passé, je l'ai lu début décembre, mais c'est un livre qui... J'ai envie de lire ce que fait cette autrice en anglais, quoi. Enfin, rien que ça, c'est un indicateur que je dois prendre en compte. J'en ai parlé à tout le monde, c'est une lecture qui m'a vraiment touchée et c'était incroyable et j'ai envie de la mettre en avant et de la choisir. Le choix est fait, il me reste donc 3 livres. On va passer au duel numéro 2, sachant que ça n'a aucun sens, les livres que j'ai choisis, c'est ceux que je n'ai pas en physique. Bref, donc le premier choix, c'est entre ce tome 13 et Auprès de moi, toujours. Et en fait, sans hésitation, je vais prendre ce livre-là parce que les émotions que j'ai ressenties sont pas comparables avec un exercice un petit peu intellectuel ou en tout cas le fait d'avoir aimé Auprès de moi toujours, c'était un amour intellectuel, c'est la construction du livre, c'est les thèmes et c'était très bien hein, et je veux pas hiérarchiser l'intellectuel et l'émotion mais j'ai ressenti des choses du coup plus fortes avec ce livre-là, même sans parler de la saga, avec ce dernier tome-là. Et donc, il me reste le dernier duel entre Robin Hobb, l'Assassin Royal, le tome 13, et La Maison au Sortilège, et là, d'Emilia Hart. Et là, je suis dans la panade totale. On notera l'accord entre mon gilet et les 2 couvertures de livres, ce qui n'était pas volontaire. Lequel je vais choisir, je ne sais pas. Je vais choisir La Maison au Sortilège pour 2 raisons. Premièrement, parce que les émotions qu'il m'a fait ressentir sont des émotions qui sont accessibles parce que le livre est accessible. Et donc, j'aime bien cette idée, je suis séduite par l'idée que ce livre va être lu par plein de personnes. Ce qui va être moins le cas d'un livre numéro 13 d'une saga hyper longue, de fantaisie en plus. Et en fait, en tant que littérature blanche, je suis contente que ce discours-là existe dans cette littérature, qu'au-delà du féminisme, on se questionne sur cet écoféminisme, sur ce rapport à la nature, sur cette transmission aussi des traumatismes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment... plus touchée et qui m'a séduite. Deuxième raison, je choisis La Maison au Sortilège parce que j'ai trouvé que tout le livre était incroyable. Alors que lui, si je dois être honnête, le début est un petit peu lent, il se passe pas grand chose. Et en fait, c'est la fin qui est en apothéose. Alors que l'autre, c'est vraiment tout le livre qui est incroyable. Et je trouve ça du coup intéressant et très dur, je pense, en termes d'écriture, de maintenir ce niveau d'exigence dans la lecture, ce niveau d'émotion ressentie. Rien que pour ça, je voudrais le choisir. Et donc, voici ma meilleure lecture de ce 2e semestre de 2024, ce qui n'était pas une énorme surprise en soi, parce que c'est la seule lecture, je crois, depuis juillet, que j'ai chroniquée sur Instagram. Donc, c'est pour dire. Et donc, ma meilleure lecture du 1er semestre 2024, c'était ce livre-là, ça fait longtemps. Il m'a manqué, cette saga m'a manqué. La Roue du Temps, Nouveau Printemps. Donc, pour resituer, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de La Roue du Temps. Ici, c'est le préquel, donc c'est sur la rencontre entre Moiraine et Lan, mes 2 personnages préférés, et comment ils sont arrivés à avoir cette relation où elle, c'est l'Aes Sedai et lui, son champion, et comment ils arrivent au début des événements relatés dans La Roue du Temps, à savoir se mettre en quête du dragon réincarné, et comment ils arrivent dans ce petit village où ils vont retrouver Rand, Perrine, Mat, Ninawe et Egwene. Donc voilà pour l'histoire. Et donc ma meilleure lecture entre les 2, c'est ultra dur de choisir, mais je vais prendre sans aucune surprise La Roue du Temps, Un Nouveau Printemps, parce que ce livre m'a empêché de dormir pendant des nuits et des nuits. Je rêvais de ce qui se passait, enfin vraiment, bref, je vais pas revenir sur mon rapport à cette saga qui a plein de défauts d'ailleurs, mais ce livre là, c'est quand même le livre de mon année, c'est le livre que je me retiens de ne pas relire. Je veux le relire et je m'oblige à ne pas le faire. C'est pas un vague projet à un moment donné,
si je m'oblige à ne pas le faire parce que je voudrais oublier davantage de choses pour limite le lire comme si je ne l'avais jamais lu. Ça, c'est le seul livre, je pense, qui m'a fait me procurer ce genre de sensation cette année. Et force est de constater que c'est quand même des émotions incroyables. Ma meilleure lecture de l'année 2024 et mon petit palmarès. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire votre meilleure lecture ou une des meilleures lectures que vous avez faites cette année, parce que j'ai très envie d'aller découvrir vos coups de cœur, un peu voir si on a eu des coups de cœur similaires. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, lisez bien. Au revoir.